Voici la Subaru Outback Wilderness 2026. Est-ce que le Outback ou la Outback a vendu son âme au diable des VUS en devenant un VUS comme tous les autres en 2026? Ou est-ce encore la fameuse familiale hors route dans sa petite niche où personne d'autre compétitionne, qui est la niche du Outback là, qui est avec nous depuis tellement longtemps? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc le Outback arrive renouvelé en 2026 avec une ligne de toit 35 mm, 1,5 pouce même pas plus grand qu'avant. Et puis là, les passionnés de Subaru et de Outback et de wagon, de voitures familiales, s'arrachent les cheveux sur la tête en disant « C'est plus un Outback, c'est rendu un VUS, c'est juste toutes des VUS, il n'y a plus d'Outback, c'est un VUS. » Il y a des gens qui disent ça. Mais donc, on va essayer de porter un regard un peu plus froid là, sur la réalité. Est-ce que c'est bel et bien ça? C'est en fait ce qu'on va essayer de vous dire aujourd'hui. Pour ce qui est des détails, donc une ligne de toit un peu plus haute, un véhicule légèrement plus volumineux qu'avant, et la version Wilderness qu'on essaie aujourd'hui, c'est bien sûr la version en route. Ça fait quelques années que Subaru nous offre des versions Wilderness de quelques modèles. Ça a commencé avec l'Outback, puis le Forester, Crosstrek et tout. On attend toujours un Atlas Wilderness, que voulez-vous? Mais la formule qu'on a ici, c'est un peu plus de garde au sol. Subaru s'est dit, il y a des gens qui achètent des Subaru, déjà une bonne garde au sol, ils mettent un lift kit, gagnent 1 pouce et demi, puis là, après ça, ils ont une machine incroyable en route qui a autant de garde au sol qu'un Mercedes classe G. Ben, plutôt que de les laisser faire ça pour une bouchée de pain, on va leur vendre une auto 5000 de plus, et le Outback Wilderness est né. Mais c'est plus qu'un lift kit, donc la voiture, elle arrive avec 9,5 pouces de garde au sol, quand même assez incroyable. On est vraiment au niveau d'un VUS châssis en échelle avec un vrai système 4x4, là, type Forerunner, ce genre de choses-là. On est vraiment dans ce royaume-là en termes de garde au sol, avec un dessous qui est très plat, pas de différentiel non plus au niveau de l'essieu qui pend en dessous, donc ça c'est bien. Des pneus hors route qui sont censés être plus silencieux en 2026. On va voir si c'est bel et bien le cas. Nous avons le 2.4 turbo ici qui, d'un point de vue philosophie, là, est le moteur qui a remplacé les 3.6 litres 6 cylindres qui existaient chez Subaru il y a un bon moment. Le 2.4, 260 chevaux, 277 livres de couple. Et puis, dans le Outback Wilderness, nous avons des différentiels avec un ratio différent, donc un ratio plus grand pour découpler encore plus là, le couple, la puissance du véhicule. Donc, on va vous dire aussi dans l'essai routier ce qu'on en pense à ce niveau-là. On va faire le tour du véhicule, aller à l'intérieur, l'amener sur la route, puis après ça, on vous dit ce qu'on en pense dans la conclusion. Nous allons maintenant faire le tour du Outback Wilderness. On va dire que c'est très polarisant, hein, le look des Wilderness. Énormément de plastique, de body cladding. Puis en plus, on a des accents un peu orange, bronze ici. Mais nous n'avons pas de fameux crochets de remorquage rouge comme on les verrait là, sur les VUS et les camionnettes de d'autres manufacturiers, mais il semble y avoir quand même des vrais crochets là, fonctionnels ici et ici. Pour le remorquage, pourquoi on ne les a pas mis rouges, je ne sais pas, c'est pas ça la couleur de Subaru. Mais vraiment beaucoup de plastique. Nous avons des pneus Bridgestone Dueler, donc pour augmenter la performance en hors route. Le fameux 9,5 pouces de garde au sol. Je pense que je pourrais presque ramper en dessous de l'auto. On ne fera pas ça, on ne veut pas mourir. Je trouve qu'avec les phares de reculons là, ici et ici, la manière qu'ils sont faits en étant très blancs puis entourés d'un accent coloré, ça donne un peu toujours l'impression que l'auto est sur leur reculon, même quand elle est arrêtée. Bon, mais bon, ça, c'est juste ma perception peut-être. On va regarder dans le coffre. On a un espace de chargement qui est similaire à avant, mais on gagne en hauteur. Donc là, le volume de chargement monte à presque 1000 litres, un petit peu moins que 1000 litres. Ce n'est pas nécessairement le meilleur VUS compact dans sa catégorie, mais comme on n'a pas essayé d'aller mettre une troisième rangée dans un véhicule qui ne mérite pas de troisième rangée, à mon avis, ça nous donne quand même un bon volume de chargement. Vous voyez, il y a beaucoup d'ancrage ici. On est vraiment capable de bien charger. On a des, ici, là, poignées manuelles pour rabattre les sièges. Là, la ceinture est ici, ça ne fonctionnera pas. Et ça nous donne un plancher très plat.
On va maintenant regarder sous le coffre et on a une agréable surprise ici. Vous voyez, un pneu de secours, mais c'est pas juste un pneu de secours. Si vous regardez la grandeur, 265-65R17, ben oui, c'est un Bridgestone Dueler. Donc, ce pneu-là, en fait, là, c'est un pneu pleine grandeur. C'est la même grandeur qu'on a d'installer ailleurs sur le véhicule. Donc, si vous faites une crevaison, vous pouvez remplacer votre pneu puis continuer là, de rouler avec ça pendant une période étendue. Vous n'êtes pas limité dans la distance, la vitesse, comme si vous aviez un pneu de secours là, qui serait plein diamètre mais moins grande largeur. On ne vous a pas donné de petites canisses là, pour essayer de regonfler vos pneus avec un scellant. Non, non. On a fait ça comme du monde, un vrai pneu de secours pleine grandeur, comme il ne s'en fait plus dans les VUS compacts sur le marché. Chapeau à Subaru d'avoir fait ça. Si on va voir à l'avant maintenant, nous avons là, des accents de bronze, comme vous pouvez voir encore, des bons gros tapis de caoutchouc qui disent Subaru Wilderness. On va s'asseoir dans la place conducteur. On a un combiné d'instruments entièrement numérique dans le Outback Wilderness là, qui est quand même assez bien. Puis bien sûr, on montre la voiture dans un contexte hors route. Le Outback ici, par exemple, n'est pas de la bonne couleur. On a un système d'infodivertissement là, ici avec un écran de 12,1 pouces dans le Outback Wilderness. C'est très différent du système Starlink qui existait dans la précédente génération avec un écran plus dans un format vertical où est-ce que la caméra de recul était comme, c'était minuscule dans l'écran, ça ne fonctionnait pas, c'était horrible, c'était lent, c'était pas très bon. Puis là, on a ce système-là qui est beaucoup plus efficace. Et puis, il y a beaucoup de choses dans le système qui ressemblent beaucoup à ce que Toyota a fait dans le RAV4 2026. Et puis là, j'ai demandé à des gens de Toyota cette semaine, est-ce que c'est la même chose? Est-tu le même logiciel? Puis on dit, ah, ça se peut que vous voyez des choses qui se ressemblent. Mais en même temps, quand on demande à l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, il n'y a pas de communication là-dessus, on nous dit, non, 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 c'est pas le même système ARENE qui a été introduit dans les véhicules Toyota, mais il y a tellement de similarités dans l'interface utilisateur. En théorie, c'est pas la même base là, disons, de framework de développement. Fait il y a des similarités, mais il y a aussi des sources qui disent que c'est pas la même chose. Difficile de conclure. Dans tous les cas, ça semble bien inspiré, puis ça ressemble beaucoup à ce que Toyota fait. C'est beaucoup mieux qu'avant. On va juste se réjouir d'avoir quelque chose qui a de l'allure. On a un seul ici, là, tapis de recharge pour votre téléphone. Je trouve qu'en 2026, surtout avec un véhicule qui vient d'être renouvelé, ça serait le fun d'en avoir deux. De plus en plus de véhicules en offrent deux. C'est le cas, entre autres, du RAV4 2026 lorsqu'on choisit le bon niveau d'équipement. Quoi dire d'autre? On a ici là, un peu de rangement, beaucoup de surface moussée. Donc, même si on est dans un véhicule hors route, là, on a quand même été bien au niveau des matériaux. La ventilation, les commandes reviennent avec des boutons physiques en 2026, alors que c'était des boutons tactiles l'année dernière ou commandes là, dans l'écran. Donc, ça, c'est le genre de choses que les gens demandent et qu'ils ont obtenu. On a une prise ici USB-C 3 ampères. Je pense que dans un véhicule, surtout qui est destiné là, aux amateurs de plein air, aux gens qui sont très actifs, ce serait le fun d'avoir une plus de puissance ici là, pour recharger toutes sortes de petits appareils. À l'arrière, nous avons là, quand même beaucoup d'espace pour les jambes, plus d'espace pour la tête. Là, il y a mon siège auto, vous voyez, qui est installé ici. On a la même situation là, de port de recharge, des sièges chauffants à l'arrière. Pour vos passagers, vraiment un bon dégagement pour les jambes, là, pour un VUS compact thermique, ça, c'est super bien. Sinon, rien d'autre à dire. Nous voici maintenant au volant du Subaru Outback Wilderness. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, au niveau de la puissance, bien que ce soit un véhicule qui est plus lourd qu'avant, même puissance, c'est adéquat. On a toujours bien le 2.4 litres turbo, 260 chevaux. Ça fait le travail. Je ne sais pas là ici si le plein a été fait à l'ordinaire ou au super. Dans un WRX dans le passé, j'avais eu l'impression qu'il y avait une différence. Là, je dirais que soit il était rempli au super ou Subaru est capable de faire en sorte aujourd'hui qu'à l'ordinaire, ça performe bien. Pas de doute là, que ce véhicule-là peut répondre à la capacité de remorquage annoncée là, avec aisance. Les ratios de différentiel sont différents d'un Outback régulier. Puis, quand Subaru a annoncé ça dans la première génération de Outback Wilderness, je me disais, mais c'est donc ben débile, parce que, oui, les gens, ils veulent le look, ils veulent la garde au sol, ils veulent que le comportement routier soit sain sur la route et hors route, mais là, d'aller changer les ratios différentiels, c'est comme un petit peu débile. Là. On n'est pas dans une voiture de rallye.
Mais je vais dire que j'avais probablement tort, puis aujourd'hui, je pense que je comprends un peu mieux que c'est pas nécessairement pour que l'accélération, on soit là, vraiment optimale, là, je pense qu'ils ont fait ça. C'est aussi un véhicule que des gens amateurs de plein air vont utiliser. Puis bien que ça soit un VUS ou une familiale hors route, c'est pas une camionnette. Il y a quand même des gens qui vont vouloir tirer une petite tente roulotte, un VTT, donc un quad, une motoneige en arrière de ça, peut-être transporter des matériaux, petites remorques utilitaires, des choses comme ça. Puis ça va faciliter le remorquage dans ces contextes-là. Donc, je pense que c'est plus ça, là, la philosophie d'utilisation, puis pourquoi ils ont été changés les ratios différentiels. Et on a un comportement routier qui est très sain, puis je vais le dire, là, comparé au 2.5 qu'on a dans d'autres modèles Subaru, Forester et autres. Le 2.5 aspiration naturelle qu'on connaît depuis longtemps, c'est beaucoup moins agricole comme comportement avec le 2.4. Je me limite à dire ça. Moteur beaucoup plus accompli et adéquat dans sa puissance, je pense, que le 2.5 ou que les variantes e-Boxer qu'on a dans le Forester, à mon humble avis. Il y a aussi une suspension adaptative dans le Wilderness cette année. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est de mieux maîtriser le roulis en virage, le tangage du véhicule, qui était un enjeu avec la génération précédente. Je n'ai pas pu essayer. En fait, le Outback, j'ai déjà essayé des Outback de la génération précédente, là, mais pas des modèles si récents que ça. Et je trouve que c'est en effet relativement bien maîtrisé, considérant la forte garde au sol de ce véhicule-là. Il y a quand même un peu de roulis. Hein? On n'est pas dans un RAV4 PHEV GR Gazoo Racing qui est capable de faire des choses absolument incroyables pour un VUS japonais. On n'est pas là au niveau du comportement routier sur la route, mais c'est adéquat. Et les pneus sont encore des pneus hors route, comme dans la génération précédente, mais on a choisi un modèle qui est plus silencieux sur la route, donc un meilleur équilibre, performance hors route et silence de roulement. Fait que ça fait en sorte qu'on a un véhicule qui est très civilisé pour les comportements, les déplacements au quotidien plutôt, mais qui va quand même vous donner une garde au sol supplémentaire, une capacité de remorquage adéquate puis bien maîtrisée. Puis des performances en hors-route, là, disons, chemins forestiers, parcs nationaux, ce genre de choses-là, qui vont être bien plus qu'optimales, je pense, très au-delà des besoins de la majorité des gens. Donc, chapeau au niveau du comportement. Je pense que Subaru a quand même bien fait ça. Véhicule plus accompli, chapeau. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Outback Wilderness. Je vais passer la semaine avec qu'est-ce que j'ai pensé. D'abord, là, le Outback Wilderness, c'est un peu comme une Gabrielle mobile. En fait, cette voiture-là est tout ce que j'ai essayé et échoué de faire avec mon propre RAV4. Donc, on a une bonne garde au sol. J'ai lifté mon RAV4 avec des suspensions Bilstein là, pour avoir finalement 7,5 pouces de garde au sol, beaucoup moins que ce véhicule-là. C'est fait pour remorquer aussi un peu. C'est fait pour s'aventurer en hors-route. Il y a le pneu de secours pleine grandeur, pleine largeur à l'arrière, absolument incroyable. Fait que c'est vraiment comme une voiture pour les amateurs de plein air, les gens qui veulent aller un peu en hors-route dans les parcs nationaux, les chemins forestiers, et qui ne veulent pas une camionnette. Hein, parce que les gens qui achètent ça sont probablement plus proches d'acheter un Toyota Tacoma qu'un Mazda CX-5 dans leur choix. Et donc, c'est un peu ça, là, la philosophie. Et je pense que Subaru fait vraiment bien. La gamme Wilderness est relativement populaire, Forester aussi. Fait que je pense qu'ils ont fait quand même un bon travail dans les dernières années là, de créer cette sous-gamme-là parmi leur gamme de modèles. Puis c'est vraiment super. Je ne pense pas que l'Outback a vendu son âme au VUS. C'est au diable des VUS. C'est vraiment la même recette qu'avant. Oui, c'est un peu plus haut. On a un peu plus de volume de chargement, mais à part d'avoir plus de volume de chargement puis de dégagement par la tête, la philosophie du véhicule n'a pas changé. Là encore, son âme. Il faut parler de prix. Combien ça coûte? Quand même plus cher là, que la précédente génération où le prix a monté peut-être progressivement. Là, je ne vais pas te voir dans les détails, mais quand le Outback Wilderness avait été introduit sur le marché, c'était environ 45 000 canadiens. Là, avec le transport et préparation, on est à 52 000. Mais c'est une version qui vient comme tout équipée. Vous n'allez pas nécessairement acheter d'options, c'est vraiment ça, 52 000 plus taxes. Quels sont les comparatifs? Il n'y en a pas tant que ça parce que vous pourriez aller voir là, vers les VUS qui ont
qu'on appelle des appearance packages hors route, là, par exemple un Nissan Rogue, des choses comme ça, mais le Toyota RAV4 Woodland aussi, mais je pense que là, ici, on va beaucoup plus loin en termes de performance en route. Fait que c'est plus qu'un kit d'apparence, bien qu'il y ait beaucoup de plastique. Je pense que Subaru vraiment niche bien son marché. Puis les gens qui achètent ça, ils savent ce qu'ils achètent. Vous achetez pas Outback Wilderness pour le look, pour la plupart des gens, parce que c'est pas super beau. Fait que, qu'est-ce qui se compare à ça? Pas grand-chose. Il y a le Subaru Trail Seeker et le Toyota BZ Woodland qui sont un peu une réincarnation électrique de ce véhicule-là, mais coûtent tous les deux environ 15 000 de plus que le Outback Wilderness. Donc, je pense que ça va rester un véhicule relativement populaire. Pas d'option électrique, très abordable dans ce créneau-là avec une bonne garde au sol. J'ai apprécié mon expérience. Honnêtement, je serais capable d'avoir ce véhicule-là pour les 12 prochaines années. Je ne dis pas que je vais aller mettre 52 000 sur un Outback Wilderness demain matin. Ça n'arrivera pas. Mais s'il y en a qui apparaissait dans ma cour, ça ne me dérangerait pas de le conduire pendant un méchant bout. Je pense que c'est un véhicule pour des gens qui vont vouloir les garder longtemps puis en profiter pour vrai et sortir des sentiers battus. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous demande de mettre un petit like, commenter, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça aide vraiment là, de grossir la chaîne, puis on a de plus en plus d'opportunités grâce à ça. Fait que merci à vous d'être là au rendez-vous à chaque semaine. C'est Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.